Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce deuxième épisode hors saison d'Écho de Ferme, je donne la parole à François Purseigle, sociologue reconnu sur les questions agricoles. Ensemble, on revient sur la crise agricole que l'on vit depuis quelques années et à mon micro, je le fais réagir aux diverses relations des agriculteurs avec leur environnement, avec la classe politique, avec les consommateurs, mais aussi les relations entre agriculteurs. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quelles attentes aujourd'hui pour quelle stratégie demain ? Une interview pour comprendre ce qui l'a conduit à se consacrer à l'agriculture et à la sociologie, jusqu'à la co-réalisation du film Rural et sa nouvelle nomination comme directeur de l'Agro-Toulouse. L'occasion d'ailleurs de s'interroger sur la place du métier d'ingénieur agronome et forcément, je me suis sentie concernée. Un épisode qui invite à sortir des fantasmes agricoles, à briser les clichés et à mettre les égos de côté pour changer les mentalités. Bonjour François. Bonjour Sophie. Donc merci de prendre la parole dans mon podcast pour parler donc des enjeux sociaux, sociétaux, surtout humains avec toi. Au niveau de notre agriculture, tu es un sociologue qui est reconnu pour tes travaux, pour les études scientifiques que tu as menées, tes engagements. Mais avant d'aborder tous ces sujets avec toi sur le mal-être agricole, sur les enjeux agri, sur la crise, je voudrais qu'on parle de toi un petit peu plus en détail. François Purseigle, l'humain, et pas forcément le sociologue. Alors première question, François Purseigle, l'humain, qu'est-ce qui le passionne et l'inspire ? Au-delà de la sociologie et de l'agriculture, bien sûr. Peut-être ces paysages méditerranéens qui m'ont vu grandir, au sein desquels j'ai pu grandir et évoluer. Je suis un passionné de Camargue, je suis un passionné de territoire, au sein desquels un certain nombre de fêtes, d'activités sont organisées. Je suis un passionné de politique. Je suis un passionné des évolutions qui touchent et caractérisent ces mondes ruraux et ces mondes agricoles. J'aime beaucoup le sport. Quoi comme sport ? J'ai fait beaucoup d'athlétisme, d'équitation à un certain niveau. Je me prédestinais même à une carrière, pourquoi pas, dans les haras nationaux. Et puis, la vie a fait que j'ai pris d'autres chemins, d'autres voies. On va y venir. François Purseigle, l'ado, il se prédestinait à quoi ? À pas grand-chose, si ce n'est à reprendre peut-être l'exploitation agricole. Il rêvait beaucoup. Il était souvent au centre de documentation du collège et du lycée. Il était passionné dès l'adolescence aussi par la politique internationale aussi. J'étais fasciné par ce qui se jouait aussi au Proche et Moyen-Orient. J'étais passionné d'histoire, passionné aussi par ces évolutions qui finalement caractérisaient la fin des années 70, début des années 80. J'étais pas forcément très très bon à l'école, et puis j'ai eu la chance de partir dans un lycée agricole, le lycée agricole Charlemagne à Carcassonne, à qui je dois beaucoup dans ma trajectoire, et finalement à travers des rencontres avec des enseignants, j'ai décidé de continuer, de poursuivre mes études. Et j'ai poursuivi des études dans un premier temps en biologie, et puis en école d'ingénieur, pour finir en doctorat de sociologie, puis en post-doctorat de sociologie politique. Donc tu es un ingénieur agricole ? Oui, je suis un ingénieur agricole de l'ISA de Lille. Voilà, une école située dans le département du nord de la France, au sein de laquelle et dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses sur des agricultures que je ne connaissais pas, des agricultures loin des agricultures méditerranéennes qui me fascinaient, de ces paysages dont j'ai parlé tout à l'heure. Je dois beaucoup aussi à cette formation lilloise, durant laquelle j'ai appris à découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons d'organiser aussi la production agricole. Alors tu parlais de ton lien avec l'agriculture, tu es fils d'agriculteur ? Oui, fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteur, côté paternel d'éleveur du Bourbonnais, c'est-à-dire d'éleveur situé dans l'Allier, et du côté maternel, fils et petit-fils de
de viticulteur. Tu es tombé dedans. On peut dire ça. Voilà. Alors finalement, tu arrives à devenir sociologue. Concrètement, c'est quoi un sociologue ? Un sociologue, c'est quelqu'un qui est un scientifique tout d'abord, qui finalement mobilise des méthodes scientifiques, rédige, construit une question, cherche à y répondre à travers des hypothèses qu'il va tester, qu'il va valider ou invalider. Et c'est finalement un chercheur qui s'intéresse à des phénomènes sociaux et qui cherche à comprendre des faits sociaux par d'autres faits sociaux. Comme le dirait Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, notamment en France. Donc un sociologue, c'est quelqu'un qui va étudier notamment l'engagement professionnel et syndical des jeunes agriculteurs en cherchant à comprendre comment ils évoluent dans leur famille, en cherchant à comprendre aussi comment ils s'engagent à l'échelle de leur territoire. Donc on cherche à comprendre un phénomène social par d'autres phénomènes sociaux. En soi, les relations humaines, ça te connaît. On va dire que je cherche à mieux les comprendre. Alors, tu as déjà commencé à en citer, mais j'aimerais un petit peu plus de détails. Quelles études as-tu menées en tant que sociologue pendant ta carrière ? J'ai commencé finalement ma carrière de sociologue par une étude portant sur l'engagement des jeunes agriculteurs. Donc c'est celui que tu venais de citer. Exactement, dans les organisations professionnelles agricoles. En fait, je cherchais à comprendre pourquoi un jeune de moins de 40 ans décidait un jour de s'engager dans une organisation syndicale, dans une chambre d'agriculture ou une coopérative agricole. Et puis, finalement, au-delà de la compréhension du pourquoi, j'ai cherché à comprendre aussi le comment. C'est-à-dire comment les trajectoires se structuraient. On était dans les années 2000. À ce moment-là, un certain nombre de responsables professionnels commençaient à dire « mais oui, les jeunes ne s'engagent plus ». Et j'ai cherché à montrer que ce n'était pas tout à fait ça. Il n'y avait pas un refus de l'engagement, mais il y avait des jeunes qui cherchaient à prendre des voies différentes. Ils étaient aussi finalement parfois même surinvestis dans des organisations professionnelles qui faisaient la chasse aux jeunes. Encore aujourd'hui, on assiste à ça. On le voit, les jeunes ne sont pas motivés. Tout à fait. Et je voulais battre en brèche aussi, finalement, l'idée reçue, un peu convenue, d'un désengagement de cette population jeune. J'ai pu montrer à travers notamment ma thèse de doctorat en sociologie que finalement, l'engagement des jeunes était divers, il était pluriel, il renvoyait à des actes d'adhésion, des actes de prise de responsabilité ou de mobilisation en manifestation. Et puis, chemin faisant, j'ai cherché à comprendre comment ce modèle de l'exploitation familiale était déstabilisé par l'émergence de nouvelles formes d'agriculture portées par des logiques plus entrepreneuriales, des logiques que j'ai qualifiées avec ma collègue Geneviève Nguyen et Bertrand Hervieux de logiques de firme. Donc j'ai essayé de comprendre finalement pendant près de 15 ans comment émerger des formes d'entreprises qu'on pouvait retrouver dans d'autres secteurs d'activité, et on avait pu penser à un moment donné que seule l'exploitation familiale allait prévaloir ou prédominer finalement dans ce milieu. Eh bien non, au sortir des années 90, début des années 2000, on avait pu voir arriver des investisseurs en agriculture, et ça m'a passionné que d'essayer de comprendre finalement pourquoi ces grandes entreprises émergeaient, et notamment en France. On reviendra sur ces questions de modèles agricoles de demain, ça ressemblera à quoi, mais un petit peu plus tard dans cet échange. Je te propose d'enchaîner sur une autre thématique, plus d'avoir des échanges sur les différentes relations qu'on peut avoir entre l'agriculteur et son environnement au sens large. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais poser une question large qui est fait exprès. Si tu devais décrire avec tes mots en tant que sociologue la situation agricole d'un point de vue sociologique, du coup, tu le résumerais comment aujourd'hui en France ? Je la résumerai finalement en 3 mots. Effacement, éclatement, dispute ou controverse. Pourquoi ? Parce que si on doit décrire les évolutions qui caractérisent aujourd'hui, je ne dirais pas le monde agricole, mais les mondes agricoles dans la société française, eh bien, on peut dire que dans un premier temps, ces populations d'actifs agricoles, notamment de chefs d'exploitation, s'effacent. On assiste à un effacement de cette population active, effacement sans précédent. On pouvait s'y attendre, mais on n'est pas au pied du mur aujourd'hui, on est dans le mur du renouvellement des générations, et on voit bien qu'on ne parviendra peut-être pas à renouveler les générations, mais il faut se donner comme ambition de renouveler les actifs. Deuxième élément important, l'éclatement des structures d'exploitation. Moins nombreux, plus éclatés. C'est-à-dire que moins il y a d'agriculteurs, plus
les projets qu'ils portent au sein de leurs exploitations agricoles sont différents. C'est-à-dire que quand il reste 3 agriculteurs à l'échelle d'un canton, vous pouvez être sûr qu'ils vont porter 3 ambitions entrepreneuriales différentes. Effacement, éclatement, et puis un pouvoir qui est de plus en plus disputé à l'échelle des territoires. Ils sont de moins en moins nombreux, ils sont de plus en plus différents, et leur pouvoir et leur place dans la société et dans les espaces ruraux est parfois de plus en plus contesté, et leur pouvoir politique, syndical est de plus en plus disputé. Donc, 3 mots pour caractériser finalement une évolution qui affecte non seulement la société française, mais plus largement les sociétés agricoles européennes. Donc 3 mots clés. Tu as fait très court, très simple, je te remercie. Et en plus, ce déclin en fait que tu mentionnes, tu en as parlé dans ton livre que tu as coécrit, Une agriculture sans agriculteurs, où tu parlais de ce déclin agricole qui date déjà de quelques années et qu'on peut déjà percevoir en milieu rural. Pas que déclin, c'est aussi un renouveau. C'est une nouvelle façon de penser le travail en agriculture. Ce titre qui se pense parfois comme étant, ou du moins dont on dit qu'il serait polémique, une agriculture sans agriculteurs, il donne à voir finalement un renouveau dans cette population active agricole. Oui, le travail sur une ferme ne va pas se faire de la même manière qu'hier. Et alors, il va être fait aussi par des producteurs agricoles qui n'auront pas forcément la casquette de chef d'exploitation, mais qui auront la casquette de salariés disposant de compétences nouvelles. Des métiers de l'agriculture aujourd'hui et les métiers de l'agriculture se recomposent en profondeur, et on peut y voir aussi des éléments très positifs. Le fait que les exploitations agricoles soient de plus en plus diverses n'est pas qu'un signe de déclin, c'est aussi un signe de renouveau. De perspective. Mais de perspectives différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle, il y a des stratégies, je dirais. Même plus que des modèles. C'est-à-dire que finalement, on a une somme d'initiatives individuelles. C'est comme ça qu'il faut regarder les exploitations agricoles. Il ne faut pas simplement les regarder comme étant des exploitations de petite taille, de taille moyenne, de grande taille. Il faut les regarder finalement pour ce qu'elles sont en termes de stratégie entrepreneuriale. C'est comme ça qu'on accompagnera au mieux finalement ces entreprises agricoles. Et ce n'est pas simplement synonyme de déclin. Il faut, malgré tout, quelles que soient ses ambitions entrepreneuriales, donner les moyens finalement à ces producteurs agricoles, quel que soit leur statut, de mener à bien un projet productif. On va rentrer en détail sur une première relation, l'agriculteur, l'agricultrice avec son environnement. Alors là, j'entends environnement économique, environnement par rapport à son territoire, aux filières, environnement aussi dans le sens biodiversité avec le changement climatique, environnement au sens large avec un grand E. Quel constat, toi, tu fais et comment tu vois son évolution de cette relation de l'agri dans son milieu ? Je pense que les agriculteurs doivent relever finalement plusieurs défis et un certain nombre d'enjeux doivent être conjugués. Premièrement, je pense qu'il faut cesser de penser l'agriculture uniquement comme un problème. L'agriculture est aussi une partie, voire même parfois la réponse à un certain nombre de questions que les Français, les citoyens européens se posent. Je pense que les agriculteurs doivent relever d'abord des défis d'ordre sociaux. On en a parlé, on a parlé de ce défi du renouvellement des actifs. Il y a un défi aussi à relever, celui de la reconnaissance sociale de cette population qui attend finalement d'être reconnue dans son environnement par d'autres populations, et notamment d'autres populations rurales. Il y a des défis finalement entrepreneuriaux à relever parce que les agricultures sont sujettes aujourd'hui à des aléas climatiques, des aléas économiques beaucoup plus grands. Donc l'agriculture et les entreprises agricoles sont ou du moins évoluent dans des environnements beaucoup plus incertains. Et donc, ce n'est pas simplement le risque qui caractérise aujourd'hui l'environnement dans lequel évoluent les exploitations agricoles, mais ce sont des sommes d'incertitudes. Et puis, en fait, je dirais, il faut que l'agriculture réussisse à retrouver sa place dans les environnements territoriaux, les environnements de filières qui sont les siens et les siennes. Et ça, je pense que c'est vraiment important de souligner finalement la nécessité de reconnecter les acteurs de la production agricole avec non seulement leur territoire, mais aussi les filières qui caractérisent les territoires. C'est très bien ce que tu as dit. J'avais une question sur est-ce qu'il fallait passer à un lien local, à un lien territorial, et finalement, tu viens de nous dire que oui. Et est-ce qu'il y a des réticences finalement aussi parce que
Mais penser le local en agriculture, c'est penser aussi les circuits longs. C'est-à-dire qu'on peut imaginer reterritorialiser la production agricole, remettre l'agriculture au service des territoires, en considérant que cette relocalisation, elle va se faire au service aussi, pourquoi pas, d'un positionnement sur des marchés qui ne sont pas simplement des marchés locaux. Oui, on n'est pas sur un circuit court, on est sur, au contraire, un maillage et de la diversité de filières, ou au contraire, on a une diversité d'acteurs qui vont venir s'intégrer, s'investir dans des nouveaux modèles, des nouvelles stratégies. Mais est-ce qu'il y a des réticences au niveau rural, au niveau local ? Parce que ça a l'air facile, on se dirait il faudrait restructurer. Est-ce que c'est si simple que ça ? C'est de moins en moins simple parce que finalement les campagnes françaises et européennes ne sont pas regardées forcément comme des lieux de production. C'est ça qui déstabilise aujourd'hui les agriculteurs qui ont été finalement confrontés à un exode rural massif à partir du 19e siècle qui s'est renforcé après-guerre. Il fallait industrialiser le pays, donc un certain nombre de bras sont partis en ville et notamment dans les usines. Et aujourd'hui on voit bien que les campagnes françaises enregistrent parfois des taux de croissance démographique très très importants avec des soldes positifs, mais ce n'est pas forcément au service d'un retour à la terre. C'est pas forcément, et on l'a vu à la faveur de la crise de la Covid, à la faveur de l'installation en agriculture. On a des populations qui réinvestissent les espaces ruraux parce que ces populations souhaitent y vivre. Donc les campagnes françaises sont regardées différemment, notamment parce que ce sont des espaces résidentiels, récréatifs, patrimoniaux, et c'est ça qui cristallise des controverses, nourrit aussi des conflits d'usage autour de la gestion de l'espace, mais aussi autour de l'accès à la ressource en eau, en énergie, etc. C'est ça qui déstabilise profondément la place des agriculteurs et des agricultures à l'échelle des territoires, avec finalement des ruraux qui ne se caractérisent pas par un exercice agricole des métiers. Et donc, il y a un enjeu à faire considérer aussi à ces populations rurales, à nouveau, l'importance de l'agriculture à l'échelle des territoires. L'agriculture, c'est pas là aussi un problème toujours territorial, c'est aussi une solution aux questions que se posent un certain nombre de territoires, et notamment sur le plan énergétique, sur le plan de la gestion même de l'environnement. Et sur la valorisation économique, on parle beaucoup de valeur ajoutée, de créer de la valeur ajoutée sur nos territoires. Sociologiquement, quel est le constat que toi tu fais ? Je constate que malheureusement, et notamment dans des régions comme la région Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices ont fait beaucoup d'efforts, ont consenti bien plus que dans d'autres régions françaises, des efforts en matière de transition, notamment agroécologique, et que la valeur n'est pas toujours au rendez-vous. Et on voit bien que ça génère aussi des colères. Donc il faut absolument trouver de nouveaux leviers de création de valeur. Cette valeur qu'on avait pu penser se situer dans une montée en gamme d'un certain nombre de productions n'est pas toujours là aussi. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être repenser les politiques territoriales en remobilisant aussi des outils qui relèvent de politiques industrielles pour faire en sorte qu'un certain nombre d'outils comme des abattoirs, des outils de transformation soient présents à proximité des fermes pour que finalement la valeur puisse se créer en proximité. La valeur, aujourd'hui, on ne la trouve pas dans certaines filières parce qu'un certain nombre d'agriculteurs ou d'agricultrices doivent faire aussi des kilomètres pour aller trouver non seulement l'outil de transformation, et donc ça a un coût, et pour faire aussi finalement rencontrer l'offre de produits et une demande, et on voit bien que c'est pas si simple que ça. Donc les mécanismes de construction de la valeur sont peut-être aussi à revoir. On avait pu penser assez facilement que la reterritorialisation ou le local allait permettre d'aller reconquérir cette valeur. On voit bien qu'elle se niche aussi, cette valeur, dans des interstices, dans des logiques très différentes. Et il y a un enjeu à peut-être repenser finalement l'hybridation entre des filières courtes et des filières longues, ce qui fait qu'un territoire construit de la valeur. C'est aussi sa capacité à maintenir des logiques différentes. Alors, je ne suis pas naïf. On a aujourd'hui une coexistence parfois de certains modèles et certains projets qui n'est pas qu'une coexistence pacifiée. Certes, mais il faut s'accorder sur une chose, c'est que on a des ambitions différentes et donc des stratégies d'entreprise différentes, donc des façons de penser la valeur qui sont différentes. Et il faut faire en sorte qu'à l'échelle du territoire, les uns et les autres puissent s'y retrouver. Oui, c'est une question de regarder les sujets convergents et pas forcément les divergences, comme à chaque fois. Ça m'emmène sur une autre relation qui est l'agriculteur et l'agricultrice avec l'univers politique. Tu as parlé un peu de politique territoriale. Aujourd'hui, il y a quand même un manque de reconnaissance au milieu
agricoles, ils ne se sentent pas soutenus par la classe politique. Je vais te prendre un exemple. J'ai rencontré une agricultrice, une éleveuse, Mathilde, dans la saison 1 d'Écho de ferme, qui disait qu'elle n'avait pas de soutien, qu'elle se sentait un peu abandonnée, elle ne se sentait pas reconnue et qu'elle avait du coup du mal à voir l'avenir de son métier. Et effectivement, de garder espoir, ce n'était pas forcément facile. C'est aussi un combat quotidien pour elle en tant qu'éleveuse. Comment toi, tu vois cette situation et ce clivage entre les deux ? Clivage serait paradoxal parce que quand même les mouvements agricoles ont été largement soutenus par les opinions publiques. On l'a vu depuis 2 ans. On voit bien que les agriculteurs disent ne plus être forcément soutenus par certains acteurs, et notamment acteurs institutionnels. C'est vrai des politiques, mais c'est vrai aussi de certaines organisations. C'est vrai aussi parfois d'un certain nombre d'appareils de développement. Bref, on voit bien que c'est très paradoxal ce rapport finalement au soutien qui serait apporté à l'agriculture, un métier qui est parfois désiré, des Français qui ont un regard très particulier sur les agriculteurs, des Français peut-être plus critiques à l'endroit de certaines formes d'agriculture, très attachés à cette figure de l'agriculteur, des Français qui parfois sont amnésiques de toutes ces ambitions qui ont été déployées, de ces projets qui ont pu être déployés, amnésiques de ce qu'ils attendaient aussi à un moment donné de l'histoire, qui a été porté aussi par toute une profession qui avait répondu quand même à des attentes autour de la modernisation. Des agriculteurs qui cherchent à être reconnus, mais pas forcément non plus tous pour les mêmes raisons. Des agriculteurs qui cherchent à être reconnus socialement parce qu'ils ont fait des efforts et ils attendent de la puissance publique qu'elle vienne compenser aussi finalement des transformations qui ne payent pas toujours. D'autres cherchent à être reconnus parce qu'ils aimeraient conquérir les marchés, donc là c'est une reconnaissance sociale plutôt de type économique. Et d'autres cherchent à être reconnus socialement parce qu'ils ont toujours existé là et ils veulent continuer à exister dans un certain nombre de territoires ruraux. Donc on voit bien que finalement les Français idéalisent très souvent l'agriculture française et ils pensent la connaître alors qu'ils la connaissent de moins en moins. Et on voit bien que finalement, ils ont du mal à accepter un certain nombre de réalités. C'est ça qui crée aussi le malaise et l'incompréhension dans une profession agricole qui n'est pas complètement au clair sur ce qu'elle veut. Qui n'est pas complètement au clair sur ce qu'elle veut. Mais du coup, comment on peut se projeter dans le secteur agricole quand aussi on a un système avec une politique qui peut être court-termiste, Du coup, on peut avoir du mal aussi de se projeter avec des stratégies qui demandent de l'investissement à long terme. Il y a un sort de décalage. Oui, mais peut-on aujourd'hui finalement construire un projet pour toutes et tous en agriculture ? On voit bien que les attentes des agriculteurs sont diverses. On a des agriculteurs qui finalement revendiquent souvent ou du moins se plaignent d'un certain nombre de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, dénoncent finalement des incohérences sur le plan réglementaire, dénoncent un manque de rémunération ou du moins cherchent une juste rémunération, mais pour autant ils n'attendent pas les mêmes choses. Donc c'est compliqué aussi pour les politiques finalement de construire une politique publique aujourd'hui quand on a à gérer une population de plus en plus diverse, de plus en plus éclatée. C'est compliqué d'apporter une seule réponse et de proposer un seul modèle puisque finalement les agriculteurs eux-mêmes ne savent pas toujours où ils veulent aller. Alors, magnifique transition avec la prochaine relation qui est d'agri à agri. Tu le dis très bien, c'est ce que j'avais noté. On a aussi ce conflit qui est au sein même de la filière parce qu'on a des agriculteurs avec des agricultures. Donc, il y a déjà parfois un clivage, un maraîcher, un viti. Ils ont tous des problématiques, mais pas forcément les mêmes. Et comment elle se passe cette relation en interne, si on peut dire ça ainsi ? Mais ces clivages ne relèvent pas forcément d'une appartenance à une filière à proprement parler. Je pense que vous avez des viticulteurs qui ressemblent beaucoup plus à certains producteurs de porc qu'à d'autres viticulteurs dans leur environnement immédiat. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui rapproche un agriculteur de notre agriculteur, ce sont parfois des logiques entrepreneuriales, des façons de penser l'organisation du travail et pas forcément une appartenance à une filière.
ou le fait d'être du monde agricole ou pas du monde agricole. On a des enfants d'agriculteurs qui innovent, développent finalement de nouvelles filières, de nouveaux circuits de commercialisation, tout comme des néos, des NIMA seraient ou peuvent être très conventionnels dans leur façon aussi d'appréhender l'agriculture. Donc il faut rompre avec un certain nombre de clichés autour d'une dichotomie entre les petits, les gros, les moyens et j'en sais rien, et les vitis, les céréaliers, etc. On a des agriculteurs qui se parlent, quelle que soit leur filière d'appartenance, selon finalement des stratégies qui leur sont propres. C'est aussi ça qui caractérise les mondes agricoles. On a eu beaucoup d'émergence de nouveaux mouvements syndicaux ces dernières années. On a eu la coordination rurale qui a monté en puissance aussi aux dernières élections. On a les ultras de la 64, par exemple, au niveau local, ici proche de Toulouse. Quel regard extérieur, toi qui en plus as travaillé par le passé sur cet engagement avec les JA, par exemple, quel regard tu as sur ces nouveaux mouvements, sans faire forcément de la politique, mais ces nouvelles tendances et ces nouveaux collectifs qui se créent? Il donne à voir finalement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cet éclatement des ambitions qui sont de plus en plus multiples. Ça renvoie aussi à une défiance à l'endroit de certaines institutions. On a aujourd'hui, d'après le baromètre Vox-Agri, que nous avons lancé, conçu avec Sciences Po Paris, l'Agro-Toulouse et le groupe de presse Réussir, montré que 30% des agriculteurs interrogés ne se retrouvaient plus dans aucune organisation syndicale. On sait qu'un peu moins d'un agriculteur sur deux s'est déplacé pour les élections chambre d'agriculture. Donc on voit bien que finalement, on a les agriculteurs qui sont assez critiques à l'endroit de l'ensemble des organisations et même la majorité d'entre eux, qui est une majorité plutôt silencieuse, se retrouvent dans l'abstention, dans le retrait. Et c'est dommage parce qu'on sait que l'une des forces aussi quand même de l'agriculture, ce qui a pu la caractériser dans le temps, c'est l'action en commun. C'est grâce à des organisations professionnelles que les agriculteurs ont réussi finalement magnifiquement bien aussi une certaine modernisation. Alors on peut être critique vis-à-vis de ça, mais finalement c'est le groupe qui a fait que l'agriculture est passée finalement d'un stade à l'autre. Donc voilà, donc c'est aussi des éléments importants à souligner. Je me permets de te poser quand même une autre question, si tu souhaites y répondre. On a parfois ce constat où c'est difficile de trouver une politique commune à tous parce qu'ils ont tous des enjeux qui sont différents. Le consommateur peut avoir un regard extérieur parce qu'il ne s'y connaît pas vraiment. Et puis, on a envie de se tourner vers les agriculteurs et on sent que finalement, entre guillemets, ils se battent entre eux, syndicalement parlant ou autre. Et du coup, ça peut effectivement créer une certaine appréhension, un peu de recul, où en fait, ils n'arrivent même pas à trouver entre eux peut-être des moments de discussion pour aller dans le même sens. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir. Oui, mais il faut, à mon avis, retrouver ce dénominateur commun qui peut sceller un nouveau pacte, non seulement entre eux et le reste de la société, parce qu'ils ne sont pas à côté de la société, ils sont pleinement déjà dans la société. On a quand même des questions majeures qui se posent à toutes ces agricultrices et tous ces agriculteurs, des questions relatives notamment à l'adaptation au changement climatique. Il y a des enjeux de transition qui se posent à toutes et tous dans ces secteurs-là. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets qui peuvent être fédérateurs, contrairement à ce qu'on peut penser. Je suis assez convaincu que la question de l'adaptation au changement climatique, la question de l'adaptation à des situations d'incertitude, la question de la mise en œuvre d'un certain nombre de processus de transition peut fédérer par-delà les clivages, parce que tous, de toute façon, quels qu'ils soient, quelle que soit leur filière, quel que soit leur niveau de revenu, seront confrontés demain à des mondes beaucoup plus incertains et ils vont toutes et tous devoir s'adapter à ces situations. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faudra bien que ces agriculteurs et ces agricultrices se retrouvent autour d'une table pour penser l'adaptation au changement climatique, l'adaptation aussi des zones intermédiaires qui ont été en colère à de nouveaux bouleversements. Il va falloir se mettre tous autour d'une table pour finalement construire un plan d'avenir aussi pour ces agricultures. Et il va falloir mettre les égos aussi dans les poches. Forcément. Dernière relation
agri-consommateur au sens large, hein, on voit bien, et tu l'as déjà un peu mentionné depuis tout à l'heure, on a cette dualité ou ce paradoxe entre le sentiment de compassion, d'attachement à ces agriculteurs, et puis des attentes qui sont différentes, parfois une lassitude de voir toutes ces colères agricoles, et puis il n'y a rien qui avance et qui change. Et tu l'as dit, il y a ce côté amnésique aussi, où sur toutes ces années, les consommateurs oublient peut-être leurs attentes, leurs besoins, ce qu'ils veulent. Comment tu vois cette relation qui est devenue très paradoxale entre, on va dire, milieu agricole, milieu rural et le milieu du consommateur au sens large? Il est caractérisé finalement par beaucoup de fantasmes. Je pense que c'est aussi ça qui nourrit les colères. C'est-à-dire que finalement, les agriculteurs en ont assez d'être avant tout fantasmés, idéalisés et pas forcément vus comme ils sont ou comme ils souhaiteraient être. Donc là aussi, si on veut réconcilier certains mondes, il faut regarder en face un certain nombre de réalités et ne pas les mettre sous le tapis au prétexte que ça vient bousculer des idées qu'on a préconçues de l'agriculture. Il faut admettre que cette agriculture, elle a changé et qu'elle va changer demain. Et une partie du problème passe par notre capacité à la regarder en face. Et en tant que sociologue, est-ce que tu es confiant sur ça ? Oui, pleinement. Pleinement parce que finalement, on est un certain nombre à considérer que l'agriculture est un enjeu, ou du moins va devoir relever un certain nombre d'enjeux stratégiques, que c'est une partie de la réponse, voire même la réponse à un certain nombre de questions qui se posent à l'échelle des territoires. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Oui. Juste, je reviens sur cette relation agri-conso. Tu as dit que tu étais optimiste sur cette relation. Est-ce que de la communication inspirante et authentique, ce serait la clé, comme certains nous le disent ? Est-ce que ce serait juste une question d'éducation des populations pour recréer ce lien et cette image, et qu'on sort des fantasmes, on va dire, que tu cites ? Je pense que tout ne renvoie pas qu'à de la communication. Je pense qu'un certain nombre de points peuvent être résorbés, ou de problèmes peuvent être résorbés par de la pédagogie, et ce n'est pas que de la communication. Je pense que les ingénieurs agro ont un rôle à jouer aussi, finalement, comme passeurs dans la construction de nouvelles formes de dialogue entre ce qui apparaît être comme la société et puis les agriculteurs. Je pense qu'il y a un enjeu à consolider finalement les réponses qu'on peut apporter aussi à ces agriculteurs, et faire en sorte aussi qu'il y ait un partage du risque, non seulement à l'échelle des filières, mais aussi entre agriculteurs et consommateurs. Les agriculteurs ne doivent pas être les seuls acteurs à porter les risques. Finalement, les risques pris dans des transformations de systèmes, dans la construction de nouveaux marchés. Tu l'as cité tout à l'heure sur les manifestations et la colère qui a commencé en 2024, notamment souvent en Occitanie, et qui s'est généralisée. Tu l'as déjà un peu mentionné, mais ça traduit quoi finalement, cette colère ? Ce mal-être, parce qu'on parle de mal-être agricole aussi, ça partait d'où pour toi en tant que sociologue quand tu as vu ce mouvement commencer ? Qu'est-ce que tu t'es dit d'ailleurs ? Je me suis dit que j'étais peut-être passé à côté d'un certain nombre de choses. Je venais de sortir, de faire paraître avec Bertrand Hervieux cet ouvrage « Une agriculture sans agriculteurs », et ça a été d'une certaine manière aussi une claque que de voir des agriculteurs, des agricultrices refuser ce que nous cherchions à nommer, ces transformations que j'ai pu décrire tout à l'heure. Finalement, il s'est joué depuis 2 ans un certain nombre de choses qui donnent à voir des mondes qui ne veulent pas mourir. Portent-ils pour autant ces mondes-là un projet pour l'agriculture ? La question se pose. On voit que les solutions ne sont pas toujours portées par ces agriculteurs eux-mêmes. Et donc, on a bien vu qu'on faisait face à une quête de reconnaissance sociale et à la volonté de ne pas disparaître de l'espace rural, de l'espace finalement de nos sociétés contemporaines. Pourquoi 2024 ? Pourquoi là ? C'est la goutte de trop ? C'est la goutte de trop dans des territoires qui se pensent encore comme abandonnés par finalement un certain nombre d'outils économiques, industriels. C'est la goutte de trop pour des exploitations familiales qui ont été parfois faiblement restructurées.
On a pu penser que ces exploitations familiales allaient perdurer comme ça, parce qu'il y en avait toujours eu, et on voit bien que finalement, ces colères agricoles sont les colères aussi d'une forme d'agriculture qui aujourd'hui est profondément bousculée par des aléas économiques et climatiques, qui peinent à trouver des repreneurs, mais qui peinent à trouver aussi des salariés, qui n'a pas toujours les ressources pour faire face à de nouvelles injonctions réglementaires qui s'imposent aussi à elles. Donc si on n'avait pas compris que l'agriculture familiale était extrêmement fragile, je pense qu'aujourd'hui, on a pu le comprendre. Voilà. Cet acte 2024 avec les contestations agricoles, il y a un film documentaire qui va sortir dans moins d'un mois, au moment où on parle, c'est Rural, que tu as coécrit et qui est réalisé... Avec Édouard Bergeon. Voilà, avec Édouard Bergeon, le réalisateur. Pourquoi il y a eu cette envie d'en faire un film avec comme fil conducteur Jérôme Bail que vous suivez ? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris une claque au moment même où j'étais amené même à commenter l'actualité autour donc de ce mouvement. Je pouvais percevoir là, finalement, une forme de résistance à ce que nous avions pu décrire sociologiquement. Et il me paraissait important de documenter, finalement, une agriculture du milieu sur laquelle on s'arrête que trop peu. Cette agriculture entre Toulouse et Bayonne, qui est une agriculture de zone intermédiaire où les exploitations finalement peinent à aller trouver de la valeur. Une agriculture sur laquelle on ne s'arrête pas parce que c'est pas forcément dans ces fermes-là qu'on veut passer des vacances, c'est pas forcément dans ces fermes-là qu'on va trouver les produits qu'on attend, qui sont peut-être davantage en zone de montagne ou sur le littoral. Et il était important pour moi finalement de donner, et pour nous avec Édouard, de donner à voir ce cri de désespoir et signifier que finalement ce cri était lié à ces agriculteurs et ces agricultrices qui voulaient être vus comme ils étaient. Et donc cette colère qui est partie du sud-ouest, finalement est une colère qui part de territoires qui se pensent orphelins, qui ont du mal à faire aussi le deuil de cette agriculture familiale. Il était important pour nous aussi de donner à voir les fragilités de cette exploitation familiale et de donner à voir finalement un cri qui était celui de pacifistes, de gens qui refusaient aussi la violence, qui ne cherchaient pas à s'opposer au reste de la population, mais qui ont su attirer à eux aussi des populations qui finalement se sont dit « Ah mais oui, ils sont là, ils sont à côté de chez nous, on les a pas vus ». Et c'était important pour nous aussi de donner à voir finalement une agriculture sur laquelle on s'arrête trop peu, qui n'est pas cette agriculture alternative, qui n'est pas cette grande agriculture, mais finalement cette agriculture qui fait tourner aussi les supermarchés du coin, les boucheries du coin et la vie locale. Demain, il faudrait des figures comme Jérôme, par exemple, pour inspirer, impulser quelque chose ? Je pense que l'agriculture est en quête aussi de rôle modèle. C'est vrai dans les zones intermédiaires, c'est vrai finalement dans les zones viticoles. Je pense que les agriculteurs et les agricultrices n'attendent pas d'une personne finalement qu'elle soit le messie ou l'apporteur de solutions. Je pense que ils ont envie, ces agricultrices et ces agriculteurs, d'être représentés au mieux. Donc on voit bien qu'ils se cherchent, ils cherchent de nouvelles figures. C'est pas simple, hein. Les figures, même comme celle de Jérôme Bail, sont des figures qui font pas l'unanimité aussi dans la profession agricole. Tous ne se retrouvent pas non plus dans ces figures-là, mais tous cherchent finalement à mieux être représentés. Mais c'est de plus en plus difficile pour les mondes agricoles d'être représentés. Oui, c'est ce que tu disais, il y a toute cette diversité. Ce film qui va bientôt sortir le 4 mars prochain et que je conseille d'aller voir parce que j'ai pu le voir en avant-première et j'ai adoré. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'authenticité. Le film, je le trouve brut et vraiment bravo d'ailleurs pour ce beau travail. Mais ce travail, ce n'est pas qu'un film. Tu en as fait aussi un guide parce que le film a été fait en partenariat avec les MFR, donc les maisons familiales rurales. Donc forcément, je me sens concernée vu que je suis formatrice en MFR. Et j'avais cette question, ce guide, qu'en ressort-il ? Ce livret. Oui, ce livret. Qu'en ressort-il ? Il en ressort finalement des éléments qu'il était important de mettre en lumière. De mettre en lumière, de donner à voir. Alors ce livret a été conçu en partenariat avec l'équipe des MFR.
Marine Colli a contribué, experte aussi de la filière viande, à ce livret pédagogique. Samuel Wab aussi, doctorant à l'Agro-Toulouse, a largement contribué aussi à ce livret qui revient sur un certain nombre de tendances sociales, économiques, politiques, pour donner des clés de lecture de ce film. C'est important d'expliquer finalement aux prochaines générations, aux jeunes générations, les raisons pour lesquelles à un moment donné, et elles ont du mal aussi parfois à le comprendre, les raisons pour lesquelles finalement toute une profession a été en colère. Et quels sont les ressorts aussi finalement de la transmission, de l'installation aussi. Ce livret à vocation pédagogique est un message aussi d'espoir. C'est un livret dans lequel on tente d'apporter des éléments factuels qui permettent de comprendre les ressorts de ces colères agricoles, et qui tente d'expliquer aussi comment l'agriculture finalement va rebondir très certainement aussi dans les années qui viennent. Grâce à eux, on espère en tout cas. Grâce à eux et grâce à ces jeunes générations formées dans les MFR, les lycées agricoles, publics ou privés. Alors on parle de formation, donc forcément ça m'amène à l'ENSAT. L'Agro-Toulouse. Bien sûr, l'Agro-Toulouse, effectivement. Mais en tant qu'agronome, j'ai toujours dit l'ENSAT, mais c'est vrai, l'Agro-Toulouse. François, tu es le nouveau directeur de l'Agro-Toulouse, donc anciennement l'ENSAT, l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, où sont formés les ingénieurs agricoles, les ingénieurs agronomes surtout, dont je fais partie. Donc forcément, j'ai des questions autour de ce métier. Déjà, donc tu as accepté depuis janvier 2026. Comment ça se passe cette entrée en fonction pour toi, et qu'est-ce que tu vois pour l'Agro-Toulouse ? Cette entrée en fonction est synonyme de réflexion, de transformation. J'ai été nommé, élu sur la base d'une feuille de route qu'il convient de traduire aujourd'hui en plan d'action, et il convient pour l'ensemble de la communauté de l'Agro-Toulouse de réfléchir à ces actions qui vont permettre de donner à voir finalement des ingénieurs pourvoyeurs de solutions. Un sociologue comme directeur, c'est quand même innovant. Qu'est-ce que ça dit en fait finalement ? Oui, alors ingénieur aussi de formation. Je pense que si j'ai décidé d'assumer ces fonctions-là, c'est aussi au regard des observations que j'avais pu faire sur le terrain, et qui me conduisait à penser que finalement l'ingénieur agronome d'aujourd'hui et de demain était ce passeur attendu dans les territoires, dans les filières. C'était aussi celui ou celle qui allait apporter des solutions à ces mondes agricoles dont j'étudiais aussi les transformations, mais également les colères. Et il est important pour nous, avec mon équipe, de former au plus près du terrain, de faire en sorte que l'ingénieur agro que nous formons au sein de notre école soit non seulement conscient des transitions, mais finalement pourvoyeur, trouveur de solutions. Il convient pour moi aussi de faire en sorte que l'agronomie retrouve sa place au sein de la formation d'ingénieurs agronomes. C'est important de faire de nos ingénieurs agronomes des ingénieurs qui vont finalement être bien outillés sur le plan scientifique, notamment à l'heure de l'IA. Les ingénieurs agro sont celles et ceux qui vont nous aider finalement à démêler le bon gré de livret et finalement à faire des choix. L'ingénieur agronome qu'on souhaite former à l'Agro-Toulouse est un chef d'orchestre aussi, quelqu'un qui va faire de ses compétences en agronomie une somme d'instruments, de solutions au service d'un certain nombre de questions alimentaires, environnementales. Ça, c'est important. C'est important que nos écoles d'ingénieurs aussi, au regard de toutes les transformations que j'ai pu étudier, se réancrent dans le terrain. Je pense que nos élèves ingénieurs, quelle que soit l'école, sont attendus. Ils sont plus que jamais attendus, non pas et uniquement pour demain, mais ils sont attendus aujourd'hui. Ils sont attendus aujourd'hui pour trouver des solutions, parce que l'ingénieur agro est celui ou celle qui va permettre d'aller chercher de la valeur financière, de la valeur environnementale, de la valeur territoriale, de la valeur sociale.
c'est celle et celui qui va permettre à un moment donné de faire en sorte que l'agriculture ne soit pas qu'un problème, mais soit aussi finalement une solution, et une solution aussi pour quelque chose qui tient beaucoup à cœur à ces nouvelles générations, c'est-à-dire une solution en termes de transition agro-environnementale au service des territoires. Donc un métier d'avenir. Plus que jamais, C'est nous avons besoin d'ingénieurs agro qui embrassent finalement des fonctions, des métiers d'une grande diversité. L'agronomie n'est pas un enfermement, c'est une ouverture vers des horizons pluriels. Alors sur ça, je ne pourrais pas te contredire, je suis totalement convaincue, mais en toute impartialité bien sûr. Je voudrais terminer sur les perspectives. Si je parle de l'agriculteur de demain, le portrait robot de l'agriculteur 2050, ce serait quoi? Avec toutes ces mutations. Ça peut être un salarié, ça peut être un chef de culture, ça peut être un chef d'exploitation, mais ça sera surtout des femmes et des hommes qui vont écrire avec des plumes très très différentes un nouveau chapitre de l'agriculture française et européenne. Donc la diversité, quelqu'un d'adapté. Et alors du coup, ça m'emmène sur les formes, les modèles, parce que tu parles effectivement de salariés, de chefs d'exploitation. Donc ça veut dire qu'on évolue aussi sur les fermes. On sort peut-être de la ferme familiale aussi. Oui, et puis même la ferme familiale va évoluer. Hein. Le salut de l'exploitation familiale passe aussi par un recours important à de nouveaux acteurs de la production comme les salariés. Ce qui est sûr, c'est que les exploitations agricoles d'aujourd'hui et de demain vont faire face à des défis multiples, des défis internes, renouvellement des actifs, des défis externes, gestion des aléas climatiques, etc. Ce qui est sûr, c'est que les exploitations agricoles de demain vont devoir mettre en place des stratégies multiples, des stratégies d'association entre pairs, des stratégies d'insertion de salariés, des stratégies de délégation. On voit bien que finalement, ces agriculteurs, ces exploitations agricoles de demain vont prendre des chemins parfois très, très variés. Et donc, on n'aura pas un modèle, on aura une multitude finalement de trajectoires. Et pas forcément que nourrir, mais aussi peut-être créer de l'énergie. Enfin, oui, tout à fait. Et ça, c'est très important. Je pense que finalement, l'avenir des structures d'exploitation passe même moins par la diversification que la pluriactivité, la multi-activité. Je dirais, on voit bien que finalement les objectifs évoluent dans ces exploitations agricoles. Pour y répondre, on met en place des stratégies diverses. Aujourd'hui, une exploitation agricole, c'est, comme me disait un exploitant du Comminges, finalement une fusée à plusieurs étages. Une exploitation agricole, c'est un GAEC, mais un GAEC à côté duquel on va trouver une société civile d'exploitation où on va faire du poulet de chair. Et puis à côté, ça sera une SARL pour faire de la transfo ou de la commercialisation ou une ETA. Bref, une exploitation agricole, c'est pas ce qu'on croit. C'est souvent finalement une multiplicité d'entités, de business units, si je peux reprendre cette expression. C'est différents modules qui se connectent les uns avec les autres. Et une exploitation agricole, finalement, elle doit se penser aussi sur des temps générationnels beaucoup plus courts. L'histoire d'une exploitation agricole, finalement, c'est une agrégation de projets qui sont des projets qui poursuivent celles de parents, mais pas que. Pas que. Finalement, aujourd'hui, une exploitation agricole, et demain, plus que jamais, ça sera une entreprise qui va se recomposer, se réorienter. Donc on peut aussi imaginer des nouvelles formes juridiques plus communes, des SCOP ou des SIC, par exemple. Oui, entre autres, on aura de nouvelles modalités du faire ensemble qui vont émerger, et c'est déjà le cas. C'est le cas aussi dans ces grandes entreprises gérées sous la forme de holding ou d'associations. C'est le cas de ces CEP, ces sociétés en participation, qui sont portées par un assolement en commun. On voit bien que les ressorts du faire ensemble ne relèvent pas simplement d'un faire ensemble en famille ou d'un faire ensemble tel qu'on l'a imaginé, et ils se recomposent, et tant mieux, au gré des trajectoires de celles et ceux qui font aujourd'hui
l'agriculture. Donc plein de perspectives à l'horizon. Je terminerai avec une question. Lors d'une de tes interventions, j'étais présente et il y a une citation qui m'a marquée. Tu as dit qu'il fallait sortir du concept où il y a des réussites personnelles et des échecs collectifs pour voir les choses autrement. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu te remets dans le contexte. Oui, je vais essayer. Ça voulait dire quoi cette phrase, qu'il fallait changer d'approche et se dire qu'on peut aussi avoir des réussites collectives finalement ? Oui, c'est sûr. Et puis, il faut aussi penser l'échec en agriculture. Je pense que le renouvellement des actifs passe par notre capacité à penser les échecs en agriculture. C'est une profession qui a du mal à penser les échecs. Penser l'installation, penser l'arrivée de jeunes et moins jeunes dans les exploitations agricoles, c'est aussi penser le départ. On a de plus en plus de départs précoces. On sait que la moitié des chefs d'exploitation partiront à la retraite dans les années qui viennent. On voit bien finalement que ce métier doit être pensé en termes d'insertion, de création d'activité et pas forcément d'installation. Il faut qu'on fasse bouger nos référentiels, qu'on finalement fasse évoluer nos conceptions de cette profession et de ces entreprises. François, on arrive à la fin avec ma toute dernière question fétiche. Si tu avais un écho à transmettre aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ? Regardez l'agriculture en face. C'est le meilleur moyen de soutenir les agricultrices et les agriculteurs. Cessons de fantasmer l'agriculture. Pensons-la, accompagnons-la comme elle est et comme elle souhaite être demain. Merci François pour ta disponibilité, pour tes réponses qui ouvrent plein de questions inspirantes. Que du bonheur pour ta nouvelle nomination, aussi pour Rural, beaucoup de succès et je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de Ferme.